Samy et Julie, le château hanté. Le château hanté. Les personnages de l'histoire. Samy, Julie, Tom et Léna. Samy, Julie, Tom et Léna sont inséparables. Alors, quand ils ont l'occasion de passer des vacances tous ensemble avec leur ami Léo, ils sont fous de joie. Léo. À l'école, Léo est parfois un peu boudeur. Mais en vacances, dans le château familial avec ses meilleurs amis, il a tout pour être de bonne humeur. À moins que le château ne soit hanté. Rodrigue. Rodrigue est le grand cousin de Léo. Il connaît le château comme sa poche. Il jure qu'il a déjà vu le fantôme d'une de ses ancêtres en arpenter les couloirs pendant la nuit. Est-ce qu'il plaisante ? La belle Mao. Autrefois, il y a maintenant plus de 200 ans, une jeune femme d'une grande beauté habitait le château. Il paraît que son esprit continue de protéger ces lieux qu'elle a tant aimés. Serait-ce possible ? Chapitre 1. En route pour Machicoulis. Samy, Julie, Tom et Léna sont fous de joie. Léo vient de les inviter à passer les vacances de la Toussaint dans le vieux château que possède sa famille sur les bords de la Dordogne. Léo leur en parle depuis des années, mais ils ont toujours eu du mal à imaginer qu'il était possible de vivre au XXIe siècle dans un véritable château fort. « J'espère qu'on ne sera pas obligé d'aller chercher l'eau au puits pour se laver, dit Léna. À cette saison, elle doit être complètement glacée. Peut-être qu'on s'éclairera à la bougie, renchérit Julie, qui trouve cette idée très romantique. L'imagination des garçons s'emballe. Léo m'a dit qu'il y avait toujours une vieille catapulte près des remparts. Un rempart, une muraille qui entoure les châteaux forts. Lance Samy avec enthousiasme. Avec des vrais boulets en plus. J'espère qu'on pourra la faire marcher, déclare Tom réjoui. Je sens qu'on va drôlement bien s'amuser. Quelques jours plus tard, sous la protection de Rodrigue, le grand cousin de Léo, la joyeuse bande a pris place à bord d'un train qui file vers le sud-ouest. Léo les attend sur place. Du haut de ses 16 ans, Rodrigue délivre avec beaucoup de sérieux une leçon d'histoire à nos amis. Machicoulis est un château qui a été construit pendant la guerre de 100 ans. On dit que les Anglais ne réussirent jamais à le prendre. Plus tard, Henri IV y fit une longue halte et s'éprit de Cunégonde, la fille de Guilhem, seigneur du domaine. Il en était si amoureux qu'il forma le projet de l'enlever. Mais les affaires du royaume l'obligèrent à quitter les lieux précipitamment, au grand désespoir de Cunégonde. La guerre de 100 ans, ce conflit entre les royaumes de France et d'Angleterre, a duré plus de 100 ans, de 1337 à 1453. Il s'est terminé avec la victoire de la France. Henri IV, le roi Henri IV, a régné sur la France de 1589 à 1610. C'est vraiment grand comme château, l'interrompt Samy. Immense et un peu dangereux, ajoute Rodrigue avec un sourire malicieux. Surtout, n'allez pas vous égarer dans ces souterrains, ces oubliettes ou ces douves. Nos amis se regardent, interloqués. Quelques heures plus tard, Léo accueille ses invités sur le perron de Machicoulis. « Que c'est beau !» s'extasie Julie. « Venez poser vos affaires dans notre chambre » propose Léo en guidant la petite troupe à travers la salle d'armes, une vaste pièce tendue de tapisseries et remplie d'armures. « Ce sont des vrais ?» demande Tom, les yeux écarquillés. « Vrais de vrais !» précise Léo en s'engouffrant dans l'escalier. « Et voilà notre chambre !» ajoute-t-il en ouvrant la porte d'un grand dortoir où s'alignent 8 lits face à une cheminée. Léna sourit. « C'est rigolo cette chambre. Ne vous inquiétez pas. Si quelques chauves-souris volettent la nuit, prévient Léo, elles n'ont pas toutes commencé à hiberner. » Samy jette à Tom un regard inquiet. Un château perdu dans la campagne, des chauves-souris. Nos amis ont-ils bien fait de venir ? Chapitre 2. Mao, belle Mao.
Il est maintenant temps d'aller dîner dans la salle à manger voûtée, située au sous-sol du château. Un feu vif brûle dans une immense cheminée. Jamais nos amis n'ont pris de repas autour d'une table aussi longue. Ça donne l'impression d'être tout petit, songe Julie en s'asseyant. Après le repas, annonce triomphalement Rodrigue, nous vous ferons les honneurs d'une spécialité de la maison. C'est trop gentil, remercie Léna. Oui, poursuit-il, nous allons converser avec la belle Mao, dame de cœur du seigneur de Machicoulis. C'est une invitée glisse Julie, intriguée, à l'oreille de Léo. Disons que c'est une invitée surprise, répond ce dernier énigmatique. À peine la dernière cuillerée de dessert engloutie, la joyeuse bande s'élance dans un vieil escalier traversé de courants d'air. Direction le salon. Ne trébuchez pas, s'inquiète la mère de Léo. Les marches sont affreusement irrégulières. Dans le salon, nos amis sont accueillis par les portraits de tous les ancêtres de la famille Guilhem. La mère de la fameuse Cunégonde a l'air particulièrement féroce, avec son faucon à la main. Un gros bonhomme rougeau, affublé d'une énorme fraise qui a l'air de l'étouffer, semble regarder nos amis avec hostilité. Juste à côté, un vaillant mousquetaire est représenté en plein combat. Mais un portrait se détache des autres. Une jeune femme, sublime sous ses perles, avec son teint de rose. C'est bien sûr la belle Mao. C'est elle, l'invitée surprise, demande Julie à Léo. Chut, tu verras, lui répond-il. Venez vous asseoir autour de ce guéridon, ordonne Rodrigue avec autorité. Affublé, vêtu d'un vêtement ridicule. Fraise, collerette à plis, bordée au XVIe siècle et au début du XVIIe, l'époque d'Henri IV. Guéridon, petite table ronde. C'est rigolo, lance Léna. On dirait qu'on va jouer aux chaises musicales. Pas exactement, reprend Rodrigue, qui baisse les lumières. Cette petite lampe sera bien suffisante. N'effrayons pas les mânes de nos ancêtres. Bizarre, bizarre, chuchote Tom à Samy. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Mâne, âme des morts. Maintenant, Rodrigue invite tous les participants à se joindre les mains. Concentrez-vous, annonce-t-il. Ne dites rien, laissez-moi faire. Léna esquisse un sourire. Ne ris pas, Léna, c'est super sérieux, prévient Léo. Julie, elle, a du mal à s'empêcher de pouffer. Quand tout à coup le guéridon se met à vibrer. Samy, Julie, Tom et Léna se regardent ahuris. Mao, belle Mao, êtes-vous auprès de nous interroge Rodrigue. 2 coups se font entendre. Elle est là, murmure-t-il. Mao, belle Mao, accueillez-vous à bras ouverts nos hôtes à Machicoulis. 2 coups retentissent. Julie jette un regard à la jolie dame du portrait, qui ne semble pas s'animer. Elle vous accueille, confirme Léo. Samy, Julie, Tom et Léna sont médusés. Tout à coup, Samy ne tient plus et lance. Mao, belle Mao, les Bleus vont-ils remporter la Coupe du Monde de football ? Le guéridon se met à trembler frénétiquement. Puis soudain, plus rien. Silence de mort. Bravo, s'énerve Léo, tu l'as fait fuir. Comment veux-tu que Dame Mao connaisse quoi que ce soit au foot ? Je crois surtout que notre aïeul n'aime pas qu'on lui manque de respect, tranche Rodrigue en rallumant les lumières. Allez, fin de la séance, allons nous coucher. Léo aurait-il omis de prévenir ses amis que Machicoulis était un château hanté ? Chapitre 3. Seul dans le château. Un peu sonnés par la séance à laquelle ils viennent d'assister, les enfants traversent la salle d'armes pour rejoindre leur chambre sans dire un mot. Ils ont tôt fait de se mettre au lit. On ne pourrait pas laisser une petite lumière allumée quelque part, demande Samy, pas très rassuré. Tu veux une peluche et une tétine aussi, se moque Rodrigue. Dis donc, intervient Léo. Fiche la paix à mon copain si tu ne veux pas dormir tout seul dans la mansarde glacée du dojo. Une mansarde, c'est une pièce située sous les toits, dont un mur est en pente. Les garçons ne tardent pas à s'endormir, mais les filles ont du mal à trouver le sommeil.
Je te dis que c'est truqué, leur histoire de guéridon qui vibre, chuchote Léna. Tu crois? Interroge Julie. Mais pourtant, aucun de nous ne touchait la table. C'est vrai, reconnaît Léna. Et les coups, qui les frappe si ce n'est pas Madame Mao? Questionne Julie. Aucune idée, admet Léna. On n'est quand même pas dans un château hanté, murmure Julie avant de s'assoupir. Des rêves en pagaille agitent le sommeil de nos amis. Tom voit une chauve-souris passer en rase-motte au-dessus de son lit. Léna se rêve en Dame Mao, vêtue de ses plus beaux atours. Et Julie ne sait plus très bien si la chouette qui ulule est derrière la fenêtre ou dans son imagination. Les atours, ce sont les vêtements et les parures d'une femme. Le lendemain matin, l'esprit encore un peu embrouillé, tous descendent prendre leur petit déjeuner. « Bien dormi, les enfants ?» demande le père de Léo, tout guilleré. « Léo, tu te souviens que nous nous absentons ce soir ?» annonce sa mère. « Nous allons au mariage des Piroulis et passerons la nuit sur place. »« Oui, oui, tu me l'as déjà dit, maman. »« On va rester tout seul cette nuit ?» s'alarme Samy. « Non, vous ne serez pas seul. Rodrigue reste avec vous, » ajoute le père de Léo. Quand il ne fait pas l'imbécile, il est très raisonnable. D'ailleurs, c'est étrange, nulle trace de Rodrigue ce matin. Les enfants se réunissent sur le perron pour saluer le départ des parents de Léo. Dès que le brouillard sera levé, il va faire un temps magnifique. « Profitez-en bien » lance son père. « Au revoir les enfants » ajoute sa mère. Mais où est passé Rodrigue? Sa disparition a-t-elle un rapport avec Madame Mao? Chapitre 4. Une main dans la muraille. Bientôt le brouillard se dissipe, chassé par un soleil radieux. Dans l'azur, le ciel bleu, les corneilles virevoltent joyeusement en poussant de grands cris. Guidée par Léo, la petite bande part se promener dans les douves. Depuis longtemps déjà, l'herbe a remplacé l'eau qui les remplissait. Il n'est plus guère besoin de se protéger d'éventuels assaillants. Tout à coup, Léo pousse une porte qui donne sur une magnifique salle voûtée. « Que c'est beau !» s'extasient Julie et Léna devant de ravissantes statues. « Tu as vu la robe de cette dame ?» s'émerveille Julie. « On dirait de la dentelle de pierre. » Profitant du fait que les filles sont absorbées par la contemplation de ces chefs-d'œuvre, Léo entraîne Samy et Tom à l'écart. « Suivez-moi dans ce petit escalier sans faire de bruit, murmure-t-il. On va leur faire une blague. »« Super !» rétorque Samy. « J'aime bien les taquiner, c'est toujours rigolo. » Au bout de quelques marches, une fente apparaît dans l'épaisseur du mur. « C'est quoi ?» demande Samy. « Une meurtrière, c'est-à-dire une petite ouverture aménagée dans des murs fortifiés. Glisse ton bras dedans et fais-leur coucou. » Samy s'exécute, pendant que, contrefaisant sa voix, Léo s'exclame. « Bonjour, mesdemoiselles. Je suis Madame Mao. Bienvenue dans la salle des statues. Vous êtes bien jolies. » Stupéfaites, les filles se retournent et aperçoivent la main qui s'agite. « Oh non, ça recommence !» s'exclame Julie en frissonnant. « Il y a un fantôme dans le château maintenant. Il ne manquait plus que ça. » Pour l'instant, ce n'est ni un esprit, ni un fantôme, mais plutôt une main, corrige Léna, suspicieuse, pleine de soupçons. Esprit, fantôme ou main, cet endroit est décidément hanté, répond Julie. Au moins les esprits qui hantent Machikouli n'ont pas l'air malfaisants, remarque Léna. Je ne sais pas si Dame Mao est une revenante, mais elle semble plutôt charmante. Soudain, la main se retire. Tiens, Dame Mao est restée parmi nous encore moins longtemps qu'hier, constate Julie. Mais bientôt, une nouvelle main, cette fois-ci noire de peau, apparaît, et le fantôme de Madame Mao se met à siffloter gaiement. « On est vraiment trop bêtes, s'écrie Léna. C'est la main de Tom. Les garçons, sortez de là, vous êtes découverts. » Les trois copains dévalent les marches et apparaissent hilars. « On vous a bien eu, les filles, hein ?» s'exclame Léo. « Si Tom n'avait pas tout fait échouer, avouez que vous entamiez une conversation avec Madame Mao. Vous avez marché, vous étiez complètement hypnotisé, renchérit Samy. De toute façon, dès qu'on vous dit que vous êtes belle, vous fondez comme des glaces à la fraise. J'aurais bien voulu t'y voir, Samy.
Si c'est nous qui t'avions fait la blague, rétorque Julie vexée, on t'aurait retrouvé, tremblant comme une feuille et claquant des dents. Samy ouvre la bouche pour répliquer, mais Léna l'arrête. Bon allez, sortons d'ici et retournons au grand air, loin de toutes ces histoires d'esprit, de main, de voix. Oui, ça finit par filer la chair de poule, conclut Julie. Le fantôme de Madame Mao n'était pas présent dans la stalle des statues. Va-t-il finir par se montrer ? Chapitre 5. Des armures bien agitées. Heureusement, la suite de la journée se poursuit paisiblement. Après une promenade dans les bois à ramasser des noix et des châtaignes, nos amis font une longue balade à vélo sur les bords de la Dordogne. La campagne est superbe et l'air encore doux pour la saison. Tout compte fait, les vacances à Machicoulis, c'est plutôt très sympa. Vous ne trouvez pas bizarre qu'on n'ait pas vu Rodrigue ? Interroge Samy, en rangeant son vélo dans le garage du château. Oh, quand il est avec ses copains du village, il peut disparaître des jours entiers, explique Léo. Mais la nuit, il revient, demande Samy, soudain soucieux. Il est quand même censé veiller sur nous. Julie tente de le rassurer. Samy, ne recommence pas à t'inquiéter. Oublie Rodrigue et avant de songer à la nuit, pensons plutôt au dîner. Bonne idée, renchérit Léo. J'ai une faim de loup. Comme la veille au soir, un délicieux repas attend les enfants dans la salle à manger. Tout le monde est joyeux et plein d'entrain. En voyant Tom reprendre 2 fois de la soupe au potimarron, Léna s'écrie. Quand je vais dire à papa et maman que tu as accepté de manger de la soupe, ils n'en croiront pas leurs oreilles. Tom se lèche les babines. Mais le clou du dîner, ce sont les marshmallows grillés au feu de bois. Laissez-moi faire, prévient Léo. J'ai l'habitude. Ne touchez à rien, vous risqueriez de vous brûler. Oups, c'est super chaud, crie Samy en attaquant sa guimauve fondue. Au secours, ça coule, gémit Julie. On dirait des spaghettis roses, rigole Léna, qui en a plein les doigts. Tom, quant à lui, a du sucre jusqu'aux oreilles. Après le repas, les enfants décident de poursuivre la soirée dans la salle d'armes. Tout le monde est d'accord pour faire un cluedo ? Demande Léo, qui suscite l'enthousiasme de ses amis. Je m'assieds face au portrait de Dame Mao, déclare Julie. Pas question de passer la soirée sous le regard terrible du seigneur Guilhem. La partie débute. Je soupçonne Mademoiselle Rose d'avoir commis le meurtre dans la bibliothèque avec le revolver, lance Julie. Alors là, tu n'y es pas du tout, ma pauvre Julie, répond Tom. À moi, poursuit Samy. Léna, je soupçonne le colonel Moutarde dans la chambre avec le chandelier. Grand silence. Léna réfléchit. Soudain, une voix spectrale, qui ressemble à un fantôme, s'élève d'une armure. Le coupable n'est pas le colonel Moutarde. Les enfants se regardent, saisis d'effroi. Personne ne parvient à articuler un son. Samy attrape la main de Julie. Mademoiselle Rose est innocente, répond une autre armure en écho. Cette fois-ci, ce n'est plus une blague. Ce château est bel et bien hanté. N'écoutant que leur courage, les enfants s'approchent sur la pointe des pieds d'une armure qui se met à éternuer violemment. Puis, comme en signe de salut, elle s'incline vers l'avant. Une armure qui bouge ? Mais que va-t-elle faire ? Chapitre 6. Drôle d'esprit. À force de s'incliner toujours plus, l'armure finit par se fracasser au sol dans un vacarme assourdissant. Rodrigue émerge des débris de ferraille éparpillés, complètement sonné par sa chute. Le premier moment de stupeur passé, la petite bande éclate de rire. « Tiens, un revenant ! Un vrai de vrai cette fois !» s'écrie Julie. « On s'est demandé toute la journée ce que tu étais devenu. »« Monsieur joue les fantômes dans les armures ?» ironise Samy. « Quand je pense que tu devais veiller sur nous. »« Papa a dit que tu étais très raisonnable quand tu ne faisais pas l'imbécile, » renchérit Léo. « Le problème, c'est que tu fais tout le temps l'imbécile. N'est-ce pas, mon petit Rodrigue ?» Toujours un peu déboussolé, ce dernier essaie de s'extraire des morceaux d'armure
qui jonchent le sol. Compatissantes, Julie et Léna l'aident. « Je ne voudrais pas être rabat-joie, intervient Tom. Mais l'autre armure aussi a parlé. Et si c'était un véritable revenant ? En tout cas, il ne s'agit pas de Dame Mao, affirme Julie. C'était une voix d'homme, j'en suis certaine. C'est peut-être le fantôme du colonel Moutarde, plaisante Samy. Mais bien sûr, pouffe Léna. Tout à coup, Rodrigue, reprenant ses esprits, lance. Bon, Polo, tu peux sortir de là, la plaisanterie a assez duré. C'est qui, Polo ? Demande Julie. Encore un ancêtre qui hante le château ? Non, rassure-toi, c'est un copain du village, répond Léo. Le problème, c'est qu'après avoir péniblement retiré son aume, son plastron, ses gantelets et ses cuisseaux, Paul a beau essayer, il ne parvient pas à ôter les chaussures de l'armure, qui s'appellent des solerets. Le aume, le plastron, les gantelets, les cuisseaux et les solerets sont différentes parties d'une armure. Aidez-moi, glapit-il. Ah, tu voudrais qu'on t'aide après le tour que tu viens de nous jouer ? Voyons, voyons, réfléchissons, s'interroge Léo en prenant tout son temps. Finalement, les amis ne sont pas rancuniers. L'un après l'autre, ils tentent de libérer Polo de ses chaussons d'acier. Mais chacun a beau tirer, pousser, écarter, soulever, rien n'y fait. Les solerets ne veulent décidément pas quitter les pieds du pauvre Polo. « Et si on allait chercher une scie ou un marteau ?» propose Samy. « Vous êtes fous !» hurle Polo. « Vous allez me blesser !»« Bon, je ne vois qu'une solution, » conclut Rodrigue. « Tu vas rester dormir ici avec tes petites chaussettes en fer et demain, à tête reposée, nous trouverons une solution. Ça te va, Polo ? » D'accord, grommelle ce dernier, avant de suivre, clopin-clopant, c'est-à-dire en boitant, la petite bande qui se dirige vers le dortoir pour aller se coucher. En tout cas, la super bonne nouvelle, s'exclame Julie, c'est que ce château n'est pas hanté. Julie a-t-elle raison d'être aussi optimiste ? Douce nuit. Après ce feu d'artifice d'émotion et de frayeur, nos amis sont exténués et n'aspirent qu'à une chose, se glisser sous leur couette pour profiter d'un repos bien mérité. Attentionnée, Julie s'enquiert du moral de son frère avant la nuit. « Tu as vu, tout va bien, Samy. Nous ne sommes pas seuls. Rodrigue est là pour veiller sur nous. Tu es rassurée ? » « Oui, je suis rassurée. Mais je veux bien qu'on laisse la petite lumière allumée quand même. »« Ne fais pas le trouillard, Samy, » intervient Rodrigue. « Tu n'as pas besoin de lumière. La lune luit comme en plein jour. »« Rodrigue, si j'étais toi, ce soir, je la mettrais en veilleuse, » lance Léo. « Oui, poursuit Samy, qui n'a pas tout compris. On laisse la veilleuse allumée. » Déjà, de l'oreiller de Tom s'élève un doux ronflement. « Bonne nuit, les amis, » chuchote Léo. La nuit est calme et sereine. Une chouette ulule, comme pour bercer toute la chambrée. Bien sûr, à chaque fois qu'il se retourne, Polo émet de légers cliquetis, petits bruits produits par des objets qui s'entrechoquent. Mais lui non plus ne va pas tarder à sombrer dans le sommeil. Tout à coup, un léger scritch-scritch se fait entendre. Le bruit s'arrête, puis reprend. Scritch-scritch. « Vous entendez ?» demande Samy. « Pas de panique, répond Léo. C'est sûrement une souris qui gambade au grenier. Dormez bien, les amis. » Le silence revient, mais soudain, une véritable cavalcade se fait entendre. Une cavalcade, c'est une course désordonnée et bruyante. « Qu'est-ce que c'est ?» interroge Julie. Rodrigue rallume la lumière. Le vacarme redouble d'intensité, puis s'arrête immédiatement, suivi d'un bruit de pas lourd. À l'exception de Tom, qui dort à poing fermé, les enfants se dressent sur leur lit d'un même mouvement. « Quelqu'un marche dans le grenier, » dit Samy d'une voix tremblante. « C'est très mauvais signe, » ajoute Léna. « Il faudrait peut-être aller voir, » suggère la voix aigrelette de Polo qui trahit une frousse bleue. Aigrelette, voix aux intonations aiguës. Après bien des hésitations, toute la troupe, même Tom que Samy a réveillé, monte en catimini au grenier.
Polo, arrête de trembler comme ça, chuchote Julie. Tes chaussures font de plus en plus de bruit. Comme au Cluedo, Rodrigue s'est armé d'un chandelier. Ça peut toujours servir. Arrivé dans le grenier, Léo pousse la porte qui grince un peu. Tous, même Polo, entrent sur la pointe des pieds. Le grenier est immense. Les lattes du plancher craquent. Tout à coup, éclairée par la lampe de poche de Léo, une famille de Loire prend la poudre d'escampette et disparaît dans une fente du mur. « Ce sont eux que nous entendions clabaler, chuchote Rodrigue. Elles sont même plutôt mignonnes, ces petites bêtes, murmure Julie. Silence, tu vas nous faire repérer, bredouille Samy d'une voix chevrotante de peur. Qui peut bien avoir marché dans le grenier? Chapitre 8. Deux yeux brillants dans le noir. Les Loirs ont beau être très mignons, il est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas être à l'origine des pas lourds que les enfants ont entendus. Quelqu'un d'autre se cache dans le grenier. « On est vraiment obligé de savoir qui c'est ?» demande Tom. « Je retournerai bien dans mon lit. »« Tais-toi, espèce de trouillard, et cherche avec nous !» ordonne Léna. « Comment veux-tu qu'on trouve quoi que ce soit? On n'y voit rien dans ce maudit grenier, râle Tom. » Léo balaye désespérément l'espace de sa lampe électrique. « Là, là !» murmure Julie. « Quoi là ?» chuchote Léo. « Deux yeux qui brillent !» insiste Julie. « Qui brillent et qui nous regardent !» confirme Léo. « Au secours !» gémit Paul. Les yeux restent fixes. La personne, si c'est une personne, ne bouge pas et ne dit mot. Tout le monde retient son souffle. Léo, rassemblant son courage, respire un grand coup et braque sa lampe en direction des yeux. « Ouf !» souffle Rodrigue. « C'est un chat-huant. »« Pardon, mais ça ne ressemble pas du tout à un chat, » fait remarquer Samy. « Évidemment, précise Léo, un chat-huant, c'est une chouette hulotte. »« Mais vous croyez vraiment que c'est cette bête dont on entendait les pas ?» interroge Julie. Et là, comme par miracle, le chat-huant s'éloigne d'un pas de sénateur, c'est-à-dire d'un pas lent et majestueux, dissipant les doutes de nos amis. « J'ai compris !» s'exclame Léo. « La cavalcade, c'est sûrement les Loirs qui fuyaient, craignant de servir de pique-nique à Madame la Chouette. » En tout cas, il ne s'agissait pas de revenants, déclare Julie. Voilà une très bonne nouvelle. « Franchement, je n'en peux plus d'avoir tout le temps peur dans ce château, dit Samy. Allons dormir, et espérons que toutes ces bestioles nous fichent la paix. » Au moment de quitter le grenier, Julie, se prenant les pieds dans quelque chose qui traîne au sol, s'appuie pour ne pas perdre l'équilibre contre un meuble dont les tiroirs, sous la pression de sa main, s'ouvrent tous ensemble avec un joyeux petit clic. « Qu'est-ce que c'est ?» s'étonne-t-elle. « Éclaire par ici » demande Léna à Léo. Et là, surprise, sous une épaisse couche de poussière, Julie découvre de petits objets qui scintillent timidement à la lueur de la lampe torche. « C'est un peu poussiéreux, mais ça a l'air joli, remarque Léna. « Écoutez les filles, prenez ces vieux machins si vous voulez, déclare Léo, mais je crois qu'il vaut mieux retourner au lit. »« Oui, par pitié !» acquiesce Tom qui titube de fatigue. Quelques minutes plus tard, les ronflements paisibles de toute la petite bande résonnent dans le dortoir. Un peu de calme, enfin. Tout est bien qui finit bien. Chapitre 9. Les parures de Dame Mao. Le lendemain, nos amis sont tirés du lit par le bonjour retentissant des parents de Léo. « Debout là-dedans, vous avez vu l'heure? Il est midi !» s'exclame son père. « Vous avez dû vous coucher sacrément tard, » poursuit sa mère. « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. »« Pitié, côté chat, on a eu tout ce qu'il nous fallait, » gémit Rodrigue. Les parents de Léo trouvent les propos de Rodrigue un peu étranges. « Mais Polo, qu'est-ce que tu fais là ?» s'étonne le père de Léo. « Ah, je vois, tu as un petit problème d'armure. Je vous ai pourtant dit et répété de ne pas y toucher, elles sont fragiles. Ne bouge pas, je vais te libérer. » « Mais c'est parce qu'hier, les armures se sont mises à parler, » bredouille Tom. Le père de Léo écarquille les yeux. « Bien sûr, mon petit bonhomme. Va vite prendre ta douche. Je sens que tu n'as pas encore tout à fait quitté le monde des songes. »« Ça veut dire quoi ?» glisse Tom à Samy. «
T'inquiète, ça veut dire qu'il pense que tu délires. Après le déjeuner, armées d'un chiffon, Julie et Léna se penchent sur les joyaux qu'elles ont trouvés dans le meuble du grenier. Intriguée, la mère de Léo les observe et se met tout à coup à crier. « Miracle ! Julie et Léna ont mis la main sur les parures de Dame Mao, disparues depuis des siècles. Je croyais que c'était une légende familiale, eh bien... non. » C'était donc vrai. Elle dormait dans ce meuble à secret, relégué au grenier. Mais chérie, vous êtes merveilleuse. Et quand les enfants, rentrant de Machicoulis, arrivent sur le quai de la gare, Julie et Léna tiennent chacune un ravissant petit écrin contenant une perle, cadeau de la mère de Léo. À l'arrivée du train, papa et maman attendent les enfants sur le quai. « Alors, ces vacances au château, c'était bien ?» demande papa, impatient d'entendre les récits de Samy et Julie. « Drôlement agité, répond Samy. Des tables qui vibrent, des armures qui éternuent, des loirs qui cavalent. Oui, mais désormais, quand je me ferai belle, je porterai la perle du fantôme de Machicoulis, ajoute Julie. Ah bon, s'étonne maman, raconte-nous ça. Non, non, réplique Samy, attendez qu'on soit à la maison. Il va nous falloir au moins la journée entière pour vous parler de nos vacances dans le château hanté de Léo. Un peu d'histoire. Les dames et les chevaliers. Lors de notre séjour au château de Machicoulis, nous avons vu de près de vraies armures médiévales. Regarde les différentes parties qui les composent. Les armures complètes sont apparues à la fin du XIVe siècle. Auparavant, les hommes d'armes se protégeaient grâce à des cottes de mailles. Ces armures étaient si lourdes qu'elles rendaient les déplacements difficiles. La cotte de maille est une chemise faite d'anneaux métalliques unis les uns aux autres. Nos vêtements ont beaucoup évolué au fil du temps. Faisons un petit saut dans le passé pour découvrir comment s'habillaient les femmes nobles au XVIe siècle. La reine porte une large collerette en dentelle à la mode de l'époque. Les manches de Marguerite de Valois sont des manches à crever. Elles sont fendues et laissent apparaître une autre manche, blanche en dessous. La robe est rendue bouffante par un bourrelet porté autour des hanches. On appelle ce type de robe vertugadin. Voici Marguerite de Valois, dite aussi la reine Margot, la première femme d'Henri IV. Elle était réputée pour être très élégante. C'était le château hanté.